Merci. Merci Céline, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc Florent Montignac, je suis ingénieur de recherche au CEA à Grenoble. Et je viens ici donc sur demande de Julie Mougin, que peut-être certains connaissent, qui est donc Deputy Director des technologies hydrogène au CEA. Et donc je vais vous présenter un rapide panorama des solutions en matière de production d'hydrogène, en particulier sur l'aspect électrolyse. Voilà, donc les slides sont en anglais, mais je vais faire la présentation en français. Donc un petit contexte, élément de contexte pour commencer. L'hydrogène, on en a besoin pour la décarbonation de l'industrie notamment, mais pour la décarbonation en général. Et donc on part d'une situation où à l'heure actuelle l'hydrogène est essentiellement utilisé dans les secteurs comme la production d'ammoniac, le raffinage et donc la production d'acier. Donc l'hydrogène qu'on qualifiera d'industriel. Et pour décarboner de manière significative les secteurs de l'énergie, il faut aller vers d'autres applications, notamment l'utilisation de l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie sidérurgique, la production de chaleur à haute température décarbonée, également l'alimentation, la fourniture d'énergie pour de la mobilité longue distance, mobilité lourde. Voilà, et également un intérêt à utiliser l'hydrogène pour la flexibilité que ça peut offrir vis-à-vis de l'intégration des renouvelables dans les réseaux électriques. Donc ça nous donne l'image de droite avec les projections que vous connaissez peut-être, notamment de l'IEA, avec une croissance des volumes, des besoins en hydrogène pour adresser toute la décarbonation de tous ces secteurs. Donc voilà un petit peu l'objectif et le rôle que pourrait jouer l'hydrogène. Donc maintenant, à partir de là, il faut trouver le moyen de le produire de façon décarbonée, ou le moins carbonée possible. Donc là, on part d'une situation, là aussi, que vous connaissez probablement, qui est la production actuelle fossile, à partir majoritairement de gaz naturel, qui émet de l'ordre de 10 à 20 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Donc il s'agit de développer des voies de production bas carbone ou décarbonées. Et donc pour ça, il faut des convertisseurs. Donc on peut avoir une approche d'obtenir la molécule d'hydrogène via l'utilisation de chaleur, via l'utilisation d'électricité, via la lumière directement, avec des procédés donc, de solaire direct, ou via des procédés, des voies biologiques. On aura plus de détails sur notamment la partie solaire dans une autre présentation tout à l'heure. Donc mon focus va être là maintenant, dans les prochaines slides, sur l'électrolyse, l'utilisation d'électricité pour produire de l'hydrogène décarboné. Donc pour produire de l'hydrogène décarboné, on a plusieurs technologies possibles. L'objectif étant de casser la molécule d'eau et d'obtenir donc l'hydrogène et l'oxygène, on peut utiliser de l'eau liquide ou de la vapeur. Et donc selon l'état de l'eau, on va dire, qu'on utilise, on aura différentes voies techniques pour faire cette électrolyse. Donc en vert, vous avez les technologies qui, à l'heure actuelle, sont les plus matures et industriellement développées, comme l'électrolyse PEM, l'électrolyse alcaline. Des voies en cours d'industrialisation, comme par exemple l'électrolyse de la vapeur d'eau à haute température. Vous avez donc, j'ai oublié de préciser qu'en ordonnée, c'est la température voilà, à laquelle se fait la dissociation des molécules. Et les voies plus émergentes en développement, comme donc les systèmes céramiques à conduction protonique, dans une gamme de température de l'ordre de 400 à 700 degrés, et les membranes échangeuses d'anions, qui sont une alternative aux membranes échangeuses de protons, c'est-à-dire la technologie PEM. Et là aussi, cette technologie est plus récente et donc en développement. Donc l'électrolyse, l'intérêt que présente l'électrolyse, c'est notamment la modularité, et ce qui peut présenter donc un intérêt pour la montée en puissance et la fabrication et la flexibilité d'opération, puisqu'on va se retrouver avec des modules élémentaires qui vont pouvoir être pilotés en fonction des besoins de façon plus ou moins flexible. Donc la technologie consiste à avoir un empilement de cellules pour fabriquer ce qu'on appelle des stacks. Ces stacks qui sont ensuite intégrés dans des modules, et ces modules qui sont ensuite intégrés dans des systèmes. Et donc la même logique peut s'appliquer peu ou prou pour les différentes technologies dont on a parlé dans la slide précédente. Donc c'est-à-dire que du coup le cœur électrochimique reste cette cellule et ce stack, mais que tout autour
on a des enjeux d'avoir un système complet qui gère des gaz, qui gère de l'électricité, qui gère de la sécurité. Donc avec aussi un enjeu de performance aussi sur l'aspect balance of plant, c'est-à-dire donc équipement périphérique. Donc en termes de R&D, de challenge technique, ce qui est plutôt donc notre travail au CEA, c'est de s'intéresser à améliorer les performances de tous ces systèmes, baisser les coûts et améliorer la durabilité. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour détailler. Ok, 5 minutes. Merci. Donc performance, c'est-à-dire l'efficacité de conversion. Également la capacité à produire un certain débit d'hydrogène par unité d'équipement, par cellule ou par stack. Le coût, ça va être des actions sur comment réduire le coût d'investissement de ces systèmes, limiter l'usage de matériaux nobles, améliorer donc effectivement les coûts d'investissement. Ensuite, les coûts d'opération vont dépendre évidemment de l'efficacité, mais également l'aspect maintenance et durabilité qui vont jouer dans ces coûts d'opération. La fiabilité, c'est-à-dire le temps entre deux arrêts pour un arrêt inopiné en raison d'un problème sur le système, c'est aussi un critère évidemment qui va jouer sur le coût. Et la durabilité globalement du système électrochimique, puisque donc, au fur et à mesure de son utilisation, les cellules se dégradent, les performances diminuent, donc il faut limiter cette dégradation et trouver des solutions à ce problème. Donc ce qu'on peut dire, c'est que simplement sur les technologies les plus matures, l'électrolyse alcaline, PEM et oxyde solide, on a encore un certain nombre de travaux de R&D à mener. Vous avez ici un listing de sujets de recherche, mais qui sont souvent donc repris à travers les projets nationaux européens sur ces sujets-là. Donc bien qu'étant matures, technologies alcalines et PEM ont encore de la R&D nécessaire pour réduire un certain nombre de problématiques, notamment les catalyseurs aux platines, les réductions d'épaisseur de membrane, voilà, ce genre d'axes de recherche qui sont toujours en cours, la recyclabilité des systèmes également. Et sur l'électrolyse solide, le sujet de la durabilité est notamment un sujet important parmi d'autres. Et donc ensuite, je me dépêche. Concernant les technologies plus émergentes, donc les membranes échangeuses d'anions, l'intérêt c'est d'avoir des performances qui sont un peu plus élevées que l'électrolyse alcaline classique, avec un chargement en platine qui est plus faible que l'électrolyse PEM, et qui présente l'intérêt également de ne pas utiliser de matériaux perfluorés. Mais des travaux sont nécessaires pour améliorer donc, la durabilité de ces systèmes AEML. Et ensuite, sur l'électrolyse à conduction protonique, donc, là également, c'est assez amont encore comme recherche, mais l'intérêt, c'est d'avoir de l'hydrogène qui est produit, qui est plutôt sec, avoir une température de fonctionnement qui est inférieure à l'électrolyse à haute température classique, donc on est entre 500 et 700 degrés. Et là également, l'utilisation de matériaux, bon, pas de membrane perfluorée non plus dans cette technologie. Mais encore un certain nombre de travaux nécessaires pour améliorer les performances, la stabilité des matériaux avant de passer à l'échelle. 1 minute, ok. Merci. Je termine, j'ai 2 slides encore. Donc ce slide, simplement, c'est sur la capacité installée des systèmes d'électrolyse au niveau mondial. Le chiffre qu'on a eu donc récemment, c'est un ordre de grandeur de 6 gigawatts installés, mais de 43% de ces 6 gigawatts qui sont en fonctionnement effectif. Voilà l'ordre de grandeur actuel, avec la Chine qui domine au niveau des capacités installées, c'est en rouge dans l'histogramme ici. Et la répartition par technologie, vous l'avez également, donc l'alcalin ici qui domine par rapport au PEM en jaune. Voilà, avec des objectifs de l'ordre de 200 gigawatts à horizon 2030, à partir des projets annoncés. Et je termine. Oups, pardon. Oula. Ok, c'est bon, on va y arriver. Et donc un élément également sur la capacité de production de ces électrolyseurs, sur les usines qui ont été construites pour les fabriquer, avec donc une
un gros investissement global sur des usines pour la fabrication d'électrolyseurs ces dernières années, puisque si on regarde on va dire les Western Electrolyzer Manufacturers, donc les non-chinois, on a une capacité de production de 42 gigawatts par an à partir de 2030, avec les installations qui sont en place. Et non, à l'heure actuelle, donc 2023, 33 gigawatts. Donc le message, c'est de dire que ce n'est pas le paramètre limitant. En fait, les capacités de fabrication, elles sont maintenant en place par rapport aux capacités installées qu'on voyait dans le graphe précédent, où on voit qu'on n'est pas avec une production massive de toutes les usines. Voilà. Donc je vais conclure en disant que l'industrie est en train de monter en puissance, mais qu'il reste de très nombreux challenges pour l'hydrogène. Voilà, je pense que tout le monde en est conscient. Et qu'il s'agit de faire un scale-up sur toute la chaîne de la valeur, pas seulement sur la production, améliorer la compétitivité par rapport aux autres vecteurs énergétiques, qu'il faut continuer à faire de la R&D, comme je l'ai montré. Chaque technologie a encore des verrous et des choses à améliorer. Et enfin, tenir compte des autres aspects, évidemment, de réglementation, de support politique, de soutien financier. Et enfin, un autre point que j'ai peu abordé, mais qui est les questions de cycle de vie, l'utilisation des ressources, qui est aussi un sujet, et de recyclage, qui est un sujet de R&D assez important. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des petites questions, je ne sais pas si on a le temps. Oui, on va prendre une petite question. Je ne sais pas si je pourrais répondre. Ou des réactions sur les chiffres. Oui. Le volume d'hydrogène naturel, le native hydrogen, ouais, là, je n'aurais pas la réponse à mon niveau. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des éléments? J'étais ce mardi soir à un café des sciences à Grenoble. Il y avait un collègue géologue qui disait qu'il y avait une estimation à 1 million de tonnes dans les Pyrénées, mais que voilà, c'était entre 0 et 1 million de tonnes. Il y en a un Alsace aussi. Hein? Oui, mais voilà, mais en fait c'est toujours entre 0 et. Parce qu'en gros c'est un point et. Donc il y en a peut-être, enfin lui il dit ça peut. En géologie c'est souvent du tout ou rien. Donc, a priori Total a des connaissances là-dessus, mais des caches pour. Il y a pas de Total dans la. Je pense que c'est Total qui veut aller faire des forages dans les Pyrénées. Merci pour le chiffre, du coup. Ou le range, plutôt. Alors, une question très rapide. Alors moi, j'aurais juste une question sur les nouvelles technologies qui émergent. Est-ce qu'on a des chances de voir émerger des technologies moins consommatrices en électricité? Alors, question, effectivement. Au sens où, notamment, la conduction protonique par membrane céramique est à un niveau de température plus bas que l'électrolyse à haute température. Donc, à ce niveau-là, il y aurait besoin de fonctionner à moins haute température. Donc, je dirais que sur ce volet-là, c'est un avantage par rapport à la technologie SOL. Mais je n'ai pas là des chiffres précis à l'échelle système complet, puisqu'il faut raisonner à l'échelle système complet à donner, puisqu'on n'a pas encore fait l'exercice sur ce sujet-là, au CEA en tout cas. Après, si d'autres ont des informations. Juste une petite remarque, si on fait la production d'hydrogène à côté des centrales nucléaires, on récupère déjà l'eau chaude, dans une énergie pas chère la nuit en stock. Vous avez déjà pensé Je pense que certains y ont pensé. Merci beaucoup. Merci.